bonsoir. Le cours de ce soir, c'est la suite de la première vidéo où on a étudié la glycolyse. Vous vous rappelez qu'on a posé une question à la fin de la vidéo: quel est le devenir de l'acide pyruvique? Dans cette capsule, nous allons étudier de près quel est le devenir de l'acide pyruvique. Permettez-moi de faire un petit rappel. Alors, nous avons vu dans la dernière ou la première vidéo plutôt que le glycose de formule C6H12O6 subit un ensemble de réactions de dégradation au cours de laquelle le glycose se transforme pour donner 2 molécules d'acide pyruvique. Cette réaction est couplée avec d'autres réactions, la phosphorylation de l'ADP et la réduction du transporteur NADA+. Comme vous remarquez sur le tableau au niveau de la réaction globale de la glycolyse, la cellule va emprunter une voie métabolique qu'on appelle la respiration cellulaire. Qu'est-ce que c'est que la respiration cellulaire? La respiration cellulaire est un phénomène métabolique au cours duquel le glucose est catalysé par un ensemble de réactions qui sont catalysées par des enzymes spécifiques. Cette catalyse du glucose, elle est totale et qui s'effectue en présence d'oxygène, et le bilan de cette respiration cellulaire, c'est que la cellule génère une grande quantité d'ATP et des résidus inorganiques, le gaz carbonique et l'eau. Dans cette capsule, nous allons voir les différentes étapes de ces catabolismes. Pour cette raison, j'aimerais bien signaler que l'acide pyruvique, une fois formé par la glycolyse au sein de l'hyaloplasme, vous vous rappelez que la glycolyse a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Même réaction a lieu aussi quand la cellule emprunte la voie respiratoire. Donc la respiration cellulaire commence dans le hyaloplasme par la glycolyse, dont la réaction globale est représentée sur le tableau. Après la glycolyse, nous allons obtenir 2 molécules d'acide pyruvique. Et vous remarquez que le reste du catabolisme de l'acide pyruvique va se poursuivre au niveau d'un organite un peu particulier que j'ai mentionné parmi les organites de la cellule, qui est la mitochondrie. Et avant de détailler ces mécanismes, nous allons établir un schéma de la mitochondrie où nous allons voir de près les constituants de cet organite. Comme vous pouvez le remarquer, la mitochondrie, il a une forme globulaire. Il est composé de 2 membranes, une membrane externe, une membrane interne qui sépare un espace intermembranaire, une matrice et des crêtes, une crête mitochondriale. Vous remarquez que les crêtes constituent des invaginations. Ce ne sont que des prolongements de la membrane interne qui s'invaginent à l'intérieur de la mitochondrie. Pour cette raison, j'aimerais bien vous signaler que la mitochondrie
est un organite considéré comme un central énergétique pour la cellule. Mais c'est vraiment le central énergétique de la cellule. Alors, nous allons voir maintenant le sort de l'acide pyruvique une fois entré dans la mitochondrie. Alors pour cela, je vais seulement signaler les grandes phases de ce catabolisme de l'acide pyruvique. Le catabolisme ou la dégradation, comme j'ai dit, se poursuit au niveau de la mitochondrie et retenez, au niveau de la matrice mitochondriale. Et on peut, par exemple, analyser cette dégradation pour dire qu'il s'effectue en 3 phases au niveau de la matrice mitochondriale. La première phase que nous allons détailler, c'est la formation de l'acétyl-coenzyme A, c'est-à-dire que l'acide pyruvique, quand il rentre dans la matrice mitochondriale, va se transformer en acétyl-coenzyme A. Cet acétyl-coenzyme A va participer dans un ensemble de réactions appelées le cycle de Krebs. Et la troisième phase, c'est la phosphorylation oxydative. J'aimerais bien attirer votre attention, chers élèves, que le métabolisme de l'acide pyruvique au sein de la matrice mitochondriale, il est important. Vraiment, il faut le comprendre pour que vous puissiez vraiment résoudre éventuellement des exercices dans ce cas. Alors, nous allons passer pour étudier de près le catabolisme ou la dégradation de l'acide pyruvique au sein de la matrice mitochondriale. Nous allons poursuivre le catabolisme de l'acide pyruvique. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait un grand schéma de la mitochondrie. Donc ça, c'est la membrane mitochondriale. Là, je me trouve dans le cytoplasme de la cellule avec mes 2 molécules d'acide pyruvique qui sont formées au cours de la glycolyse. En principe, les 2 molécules d'acide pyruvique vont entrer dans la matrice mitochondriale pour poursuivre leur catabolisme. Vous pouvez aussi remarquer ici l'entrée de l'oxygène pour participer aux réactions, mais vous remarquez que l'oxygène ne participe pas dans ces réactions-là. Donc faites très attention pour déterminer le niveau d'intervention de l'oxygène. On le verra par la suite. Je vais seulement me contenter d'une seule molécule d'acide pyruvique pour faire son métabolisme au sein de la matrice mitochondriale. Et quand on va établir le bilan à la fin, bien sûr, on va en tenir compte de la deuxième molécule. Alors, supposons une molécule d'acide pyruvique entre dans la matrice mitochondriale, va réagir avec le coenzyme A pour former l'acétyl-coenzyme A. CH3CO coenzyme A. Acétyl-coenzyme A. Cette réaction, c'est la première phase. Il est capital pour le reste du catabolisme de l'acide pyruvique. Vous pouvez remarquer qu'au cours de cette réaction, il y a l'élimination d'une molécule de dioxyde de carbone. C'est la première molécule éliminée au cours de la respiration cellulaire. C'est le premier déchet métabolique, accompagné d'une autre réaction de réduction du transporteur NAD+, en NADH+. Donc, la première phase consiste à ce que l'acide pyruvique réagit avec le coenzyme A pour former l'acétyl-coenzyme A, avec élimination d'une molécule de dioxyde de carbone et la réduction du transporteur du genre NADA+ en NADH+. Encore une fois, j'affirme que toutes ces réactions sont catalysées par des enzymes spécifiques. Par exemple,
des décarboxylases, des déshydrogénases. Ce n'est pas vraiment dans le programme, mais sachez seulement que toutes réactions biochimiques au niveau des êtres vivants sont catalysées par des enzymes spécifiques. L'acétylcoenzyme A ainsi formé va poursuivre son catabolisme. Dans ce cas-là, il va participer dans le cycle de Krebs. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième phase. Nous allons continuer notre catabolisme de l'acide pyruvique et nous allons entamer la deuxième phase, comme j'ai dit, qui va toujours avoir lieu dans la matrice mitochondriale. Après formation de l'acétylcoenzyme A, ce dernier va entrer dans une série de réactions appelées le cycle de Krebs. Mais faites très attention, avant que l'acétylcoenzyme A participe dans la réaction de cycle de Krebs, il faut que ce dernier réagisse avec un acide du cycle de Krebs appelé oxaloacétate. L'oxaloacétate composé en C4 va réagir avec l'acétylcoenzyme A pour former un composé en 6 carbone appelé le citrate. C'est à partir du citrate que commence le cycle de Krebs. Encore une fois, ces réactions sont catalysées par un ensemble d'enzymes spécifiques. Comme vous pouvez le remarquer, le début du cycle de Krebs par le citrate qui va se transformer en un composé en 5 carbone. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, élimination d'une molécule de CO2 et réduction du transporteur NAD+ en NADH+. Le processus se poursuit, le composé C4 se transforme, C5 pardon, se transforme en C4, toujours avec élimination d'une molécule de CO2, encore une fois, et la réduction du transporteur NAD+ en NADH+. Remarquez, on est arrivé au niveau d'un composé C4. Faites très attention et remarquez ce qui va se passer maintenant. Une phosphorylation de l'ADP va avoir lieu au niveau du cycle de Krebs. ADP plus PI va me former une molécule d'ATP. Et ça, c'est très important. Au cours d'un cycle de Krebs, il y a formation d'une molécule d'ATP. Je continue, là, je me trouve toujours avec le composé C4 qui contient encore des électrons et des protons. Là, il va être oxydé et c'est un nouveau transporteur qui va apparaître. Le FAD plus flavine, adénine, dinucléotide, qui va être réduit en FADH2. Le composé C4 va toujours poursuivre son oxydation, et là c'est le transporteur NAD+, qui va être réduit en NADH+. Et à la fin, je vais retrouver mon oxaloacétate du départ, cet acide qui a réagi avec l'acétylcoenzyme A. Et ainsi, on a fait un cycle, appelé, comme j'ai dit, le cycle de Krebs. Donc, chers élèves, les réactions ici sont très compliquées, éventuellement, pour ceux qui vont faire des études supérieures en médecine ou études biologie moléculaire, vous aurez l'occasion de voir le détail. Mais pour cette année, vous allez seulement connaître en quelque sorte l'ensemble des étapes par lesquelles se déroule le cycle de Krebs
et éventuellement, vous êtes obligé de connaître le bilan d'un cycle de Krebs. Alors, comme on peut le remarquer sur le schéma, si vous faites le calcul, au cours d'un cycle de Krebs, on a obtenu 3 transporteurs du genre NADH, H+, un nouveau transporteur qui apparaît, le FADH2, et une molécule d'ATP. Ça, c'est pour une seule molécule de l'acétylcoenzyme A. Alors, on peut seulement tirer quelques conclusions. Ce qui s'est passé au niveau du cycle de Krebs, que le groupe acétyl CH3CO a été complètement dégradé. C'est pratiquement le cycle de Krebs comme un moulin. Donc il a complètement dégradé le groupe acétyl. Maintenant, la question que nous allons poser, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore généré une quantité importante d'ATP, comme on l'a dit dans la définition. Juste une molécule d'ATP par cycle de Krebs. Mais remarquez quand même qu'on a obtenu un certain nombre de transporteurs. Maintenant, comment ces transporteurs vont me générer l'ATP? C'est la question que nous allons poser. Cette question va nous emmener à entamer la 3e phase, qui reste la phase déterminative, capitale, importante dans la vie de la cellule. Parce que cette étape, c'est l'étape pratiquement finale pour générer de l'ATP. C'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Je vais essayer d'utiliser un schéma qui va nous permettre de mieux la comprendre. Et par la suite, nous terminons notre cours par on établit un bilan à la fin des molécules d'ATP et la réaction globale de la respiration cellulaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors maintenant, nous arrivons à la 3e phase que j'ai dit est considérée comme une phase importante, la phosphorylation oxydative. Au niveau de cette phase, les transporteurs qu'on a générés par le cycle de Krebs, par la glycolyse, vont pénétrer aussi dans la matrice mitochondriale. Tous ces transporteurs, les NADH, H+, les FADH2, vont être réoxydés. Une réoxydation des transporteurs au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Alors, je vais un petit peu détailler, en quelque sorte, brièvement, la membrane interne de la mitochondrie. Vous vous rappelez que la mitochondrie est entourée par une double membrane. Une membrane externe, qui ressemble dans sa structure biochimique à la membrane externe de la cellule. Par contre, la membrane interne de la mitochondrie, c'est aussi formé par des phospholipides, mais il est aussi constitué par des protéines fonctionnelles particulières qu'on appelle la respiration cellulaire. Ces protéines sont vraiment caractéristiques de la membrane interne. Voilà ce que vous allez retenir. La réoxydation des transporteurs issus du catabolisme de l'acide pyruvique au niveau de la matrice mitochondriale vont être réoxydés au niveau de la membrane interne par la respiration cellulaire que nous allons voir maintenant par le schéma ici présent. Tout d'abord, là, nous sommes au niveau de la matrice mitochondriale. De ce côté-là, c'est l'espace intermembranaire. C'est très important de faire cette orientation. Alors, les transporteurs issus du catabolisme de l'acide pyruvique et de l'acétylcoenzyme A vont être réoxydés. Et là, vous remarquez que le transporteur
NADH, H+, va venir libérer ses protons et ses électrons au niveau de la protéine 1. Les électrons vont être pris par cette protéine, ils vont être transférés par la chaîne respiratoire. Notez seulement que le transfert des électrons par la chaîne va dans le sens décroissant d'énergie des électrons. Et ça, c'est très important. On remarque aussi que le FADH2 va venir aussi libérer ses protons et ses électrons au niveau du composé 2, qui va faire transférer ces électrons par la chaîne respiratoire. Les électrons arrivent au niveau du composé 4 et ils vont revenir dans la matrice. Et là, mes chers élèves, il va y avoir l'intervention de l'oxygène. Vous vous rappelez que au cours du catabolisme de l'acétylcoenzyme A, l'oxygène n'a pas participé, mais on a signalé son entrée au sein de la mitochondrie. C'est au niveau de la chaîne respiratoire, quand les transporteurs vont être réoxydés, que l'oxygène va participer. C'est lui l'accepteur final des électrons et on va assister à une réduction de l'oxygène pour donner les molécules d'eau. Notons aussi que les couples redox des transporteurs ont un certain potentiel d'action, ils ont une certaine énergie. Cette énergie, il est exploité, utilisé pour laisser passer les protons H+ dans l'espace intermembranaire. On dirait que, au moment de la réoxydation des transporteurs, la membrane interne est devenue perméable aux protons H+, qui se concentrent dans l'espace intermembranaire. Qu'est-ce qu'il en résulte? Une augmentation de la concentration des ions H+ dans l'espace intermembranaire va entraîner évidemment une augmentation du pH. Donc, on assiste à un gradient de concentration des concentrations de H+. C'est un état de déséquilibre pour la mitochondrie. Pour rétablir cet état, la mitochondrie, bien sûr, va laisser ou va plutôt récupérer l'excès de protons H+ concentrés dans l'espace intermembranaire. Mais ils ne vont pas passer par la membrane interne. Au contraire, les protons en excès vont passer par une protéine un peu spéciale appelée sphère pédonculée ou ATP synthétase. Le passage des protons à travers cette sphère pédonculée va favoriser la phosphorylation de l'ADP en ATP. Et voilà, le but est atteint maintenant. Phosphorylation de l'ADP plus PI plus énergie en ATP. C'est pour cette raison, chers élèves, on appelle l'ensemble de ces réactions la phosphorylation oxydative. Toutes ces réactions, encore une fois, sont des réactions couplées, qui se font simultanément. Je tiens encore à préciser qu'au cours de ces réactions, l'accepteur final des électrons dans ce processus, c'est l'oxygène qui va former l'eau. Alors, je peux seulement signaler qu'au niveau de cette chaîne respiratoire, ça se peut qu'il y ait un petit problème, un certain blocus au niveau des membres, au niveau des protéines par exemple. Donc c'est ce qui va faire aussi le thème des examens de fin d'année ou des exercices de contrôle. Donc il faut vraiment faire très attention, faire une analyse ou une interprétation quand on vous donne un schéma et savoir
à quel niveau il y a eu un certain blocus ou un malfonctionnement. Mais comme je vous ai dit, chers élèves, on aura l'occasion de traiter des exercices de ce genre. Alors maintenant, la phosphorylation oxydative m'a permis de générer une quantité importante d'ATP. C'est ce que nous allons voir maintenant. On va établir un bilan global de la respiration cellulaire. Alors maintenant, nous allons établir un bilan de la respiration cellulaire. Alors, comme vous pouvez le remarquer, au cours de la respiration cellulaire, on a commencé par la glycolyse qui va générer 2 ATP, 2 transporteurs du genre NADH, H+, et 2 molécules d'acide pyruvique au pyruvate. Ça, c'est la partie glycolyse dans le hyaloplasme. Dans la matrice mitochondriale, les 2 acides pyruviques vont pénétrer dans la matrice et vont subir, comme on a vu, leur catabolisme. Pour 2 molécules d'acide pyruvique, on va obtenir 8 molécules du genre NADH, H+, 2 molécules FADH2 et 2 ATP. Et comme déchets, 6 molécules de CO2. Alors, il faut savoir que après la réoxydation d'une molécule de NADH, H+, au niveau de la chaîne respiratoire, il va générer 3 molécules d'ATP. Une molécule de FADH2 génère 2 ATP. Comme ça, on peut faire un bilan au niveau du nombre de molécules d'ATP. Alors, entre la glycolyse et la matrice mitochondriale, si vous faites le compte, on a 10 transporteurs du genre NADH, H+, multipliés par 3, ça va faire 30 ATP. 2 molécules FADH2 multipliées par 2, ça va faire 4 ATP. Les 2 molécules d'acide pyruvique vont rentrer dans 2 cycles de Krebs qui vont former 2 ATP, un seul ATP par cycle de Krebs. Et comme j'ai dit, la glycolyse a donné 2 ATP. Si on va faire le calcul de tout ça, au total, nous allons trouver 38 molécules d'ATP. Ce qui prouve, une fois, que la voie respiratoire pour la cellule reste une voie importante pour synthétiser une quantité assez importante d'ATP. Maintenant, il me reste seulement à établir la réaction bilan de la respiration cellulaire. Alors pour cela, donc nous allons l'écrire, c'est à retenir, il faut savoir la refaire. C'est très important. Alors comme vous le savez, nous sommes partis d'une mole du glucose. Alors C6, H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Et bien sûr, plus chaleur. Et là, j'insiste vraiment sur ce mot-là. Chaleur. Donc, c'est la réaction bilan de la respiration cellulaire. Il me reste seulement un petit peu à parler de cette chaleur. Vous vous rappelez, dans la vidéo, au cours de la glycolyse, on a dit que la molécule de glucose contient une quantité d'énergie aux alentours de 2840 à 2860 kJ selon la température. Et j'ai posé la question, est-ce que toute cette énergie chimique qui est contenue dans la molécule du glucose est transformée en énergie contenue dans la molécule d'ATP? Sachant que une molécule d'ATP, après hydrolyse, peut générer 30
1,5 kJ. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Combien de kilojoules dans les 38 ATP? Vous allez bien sûr découvrir que la quantité contenue dans les 38 ATP est largement inférieure à la quantité d'énergie contenue dans la molécule du glucose, ce qui explique tout simplement qu'une grande partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. C'est ce qui explique l'augmentation de la température au sein du milieu cellulaire. Voilà, mes chers élèves, c'est ainsi que maintenant, vous savez la voie métabolique qui est la respiration cellulaire. Donc, vous serez capable de revoir les vidéos, d'aller doucement, de les revoir, de faire un petit résumé. Si vous ne faites pas ça, vous serez incapable d'analyser ou de résoudre des exercices en SVT. Alors, il me reste seulement de vous donner un rendez-vous pour terminer ce processus métabolique en étudiant la fermentation qui va être l'objet de la vidéo prochaine. Je vous remercie de votre aimable attention et à bientôt.